Catherine et les siens ont dû fuir Paris révolté et se réfugier en Bourgogne. Elle y séduit le tout-puissant duc Philippe. Mais au hasard des grands chemins, elle a rencontré Arnaud de Montsalvi et en est tombée amoureuse. Ensemble, ils vivent le martyre de Jeanne d'Arc, au cours duquel leur amour éclate enfin. Mais, trahi par Gilles de Rais, Arnaud tombe aux mains de la Trémouille, le favori du roi. Barnabé et Xaintrailles réussissent à l'arracher à sa prison et le ramènent chez Jacques Coeur, où il retrouve Catherine et l'épouse la nuit de Noël. Poursuivi par les gens de la Trémouille, le jeune couple s'enfuit et cherche refuge à Montsalvi. Catherine s'aperçoit alors qu'elle est enceinte, mais après un trop court bonheur, c'est le désastre. Arnaud est devenu lépreux et Catherine, désespérée, doit accepter son départ pour une maladrerie. Demeurée seule avec Dame Isabelle, Catherine ne vit plus que pour de rares visites à la léproserie où elle peut, de loin, apercevoir son époux. Cependant, la reine Yolande, qui veut abattre la Trémouille, envoie frère Étienne chercher Catherine. Sur la route d'Angers, celle-ci retrouve Jacques Coeur et lui remet, pour qu'il le vende, le diabolique diamant noir. À Angers, elle rencontre Pierre de Brézé qui s'éprend d'elle. Cependant, la Trémouille et Gilles de Rais cherchent à s'emparer du diamant. Monseigneur! Dis-moi ce que tu sais en peu de mots. Si tu mens, tu seras fouetté à mort. Si tu dis la vérité, tu auras une énorme récompense. Voilà, monseigneur. Je suis aubergiste à Aubusson, l'auberge du Noir Sarrazin qui jouit d'une certaine réputation. Au diable, il fait! Maître Jacques Coeur est venu loger chez moi. Jacques Coeur? Il est donc rentré d'Orient? Il a rencontré là une noble dame qu'il connaissait et qui lui a remis un diamant qu'elle portait avec elle. Quand il l'a vu, il a dit le diamant d'Amaravati. Dieu! Comment s'appelait cette femme? Je ne sais, monseigneur. Maître Coeur lui disait seulement Catherine. C'est elle. C'est Catherine de Brazé, la comtesse de Montsalvi. Cette effrontée stupide, à qui je fais porter mes couleurs à la cour sans qu'elle se méfie. Et ce diamant? Un diamant noir, énorme, à qui jadis par le grand argentier de Bourgogne, premier époux de cette femme. Tu dis qu'elle l'a remis à Jacques Coeur. Oui, monseigneur. Pour qu'il le vende, afin qu'il puisse armer de nouveaux bateaux, car il a tout perdu au cours du voyage. Malpeste, voilà des nouvelles. Je veux savoir à qui il le vendra. Je vais envoyer des espions par toute la France. Inutile, monseigneur. Je sais à qui il le vendra. Cette histoire le travaillait, il en a reparlé avec cette dame au cours du souper. Et moi, je tendais l'oreille sans avoir l'air de rien. Je passais, je repassais derrière eux, innocemment. Dis-moi qu'il va vendre ce diamant. Oui, monseigneur. Sinon, je t'étripe de mes mains. Oui, monseigneur, tout de suite. Il a dit qu'il irait à Beaucaire en Provence et qu'il le vendrait à un juif très riche, nommé Isaac Abrabanel. Très bien. On va te conduire chez mon trésorier qui te remettra 2000 écus pour ta peine. 2000 écus? Toute ma reconnaissance, monseigneur. Oui, va. Poitou, conduis-le là où j'ai dit. Abrabanel, c'est le frère du chef des Juifs de Tolède. Ils sont riches, immensément. Cette opulence des Juifs, en ces temps si difficiles, devient un sujet de scandale pour le peuple. Le roi devrait s'en préoccuper. Monseigneur a son trésorier dans ses souterrains. Monseigneur dit qu'on ne prend jamais trop de précautions. Ah. Jamais trop de précautions. Surtout avec les imbéciles de ton espèce. Bon, alors j'y vais. Il le faut. Allez, courage.
Oh, c'est plus dur que de se colter à Villandrado, il y a toute sa troupe, hein. Non, mais j'ai pris ma résolution, je faiblirai pas. À moins, bien entendu, que tu me dises que je peux y couper. Oui, mais comme tu le diras pas. Je n'ai pas exigé ta confession, Barnabé. Tu es venu à moi de ton plein gré. J'étais bouclé dans le carlat depuis des mois. Je me sentais pas dans mon assiette, moi. J'avais l'impression de m'éteindre tout doucement. À tel point que le soir, quand je m'endormais, je me demandais si j'allais me réveiller le lendemain matin. Alors j'ai pris peur, c'est excusable, non? Et salutaire. La peur qui inspire les bonnes intentions est un don du Seigneur. Ensuite, il faut les tenir. Eh oui, c'est ça qu'il faut faire. Car le Seigneur pardonne tout, sauf quand on revient sur une promesse qu'on lui a faite. Pour ceux qui s'y risquent, c'est la damnation éternelle garantie. Tu es sûr? Ah, certain. L'enfer, l'océan de soufre en fusion, de plomb fondu et de poix brûlantes, les démons hideux, lubriques, déchaînés, un air irrespirable, suffocant, une soif inextinguible. Oui, bon, ça va, on y va. Là. Entrez. Pourquoi ces mines? Qu'est-il arrivé? Barnabé a quelque chose d'important à vous dire. De très important. En effet, ça n'a pas l'air facile à sortir. Mais regardez-le, on dirait un pigeon qui a gobé une châtaigne. J'ai quelque chose à vous annoncer. Mais quoi à la fin, Barnabé? Ben voilà, Catherine. Tu es à présent sous la protection d'une grande reine, qui ne te laissera manquer de rien et qui te fera rendre justice. Tu es entouré par des gentilshommes de haut rang, qui sont tous tes amis. Donc, tu as plus besoin de moi. Hein? Quoi? Et toi non plus, Sarah. T'as plus besoin d'un vieux ronchonneur dont les os craquent et gémissent à chaque enjambée. Mais qu'est-ce que tu nous chantes? C'est un complot, frère Étienne. Et c'est vous qui l'avez manigancé. Non, pas du tout, Sarah. D'ailleurs, ce n'est pas un complot. Mais quoi, alors? J'ai pris la décision tout seul d'accompagner Tienou qui retourne en Bourgogne. Et après? Après ouais, je ferai ce qu'on m'ordonnera. Mais qui t'ordonnera? Écoutez, les filles, ne m'en demandez pas plus. Hein? C'est un secret entre le ciel, Tienou et moi. Je vous en supplie, laissez-moi partir sans regret, sans pleurs et sans grondement. La moitié de mon cœur reste avec vous pour toujours. Avec toi, Sarah. Allons. Ne te fâche pas. Hein? Je suis plus bon à rien pour Catherine, maintenant. Mais toi, au contraire, c'est d'une sœur comme toi dont elle a besoin dans le nouveau monde où la voilà lancée. Hein? Allez. Dis-moi adieu sans rancune. Adieu? Pour toujours? Mais non, adieu. Provisoirement. Tu reviendras donc? Mais c'est vous qui viendrez me rejoindre, peut-être. On te reverra bien en Bourgogne un jour, quand toutes ces guerres et ces disputes seront finies. Peut-être. Sûrement. Et quand vous saurez pourquoi je vous ai quitté, votre cœur sautera de joie. Car il y a plus de joie dans le ciel pour un vieux coquillard repenti que pour 100 bourgeois qui donnent un écu à la messe. Eh, tiens, nous partons vite, c'est maintenant ou jamais. Dieu vous bénisse l'une et l'autre et vous donne toute sa paix et sa joie. Soyez la bienvenue, madame. Vous qui avez tant souffert par la faute du tyran que nous avons juré d'anéantir. Arnaud de Montsalvi était à mes côtés à Azincourt. Sa vaillance m'émerveillait. Je l'aimais, et sa mort navre mon cœur. Vos paroles me touchent plus que je ne saurais dire, monseigneur. Disposez de moi comme vous eussiez disposé de mon époux bien-aimé. Mon seul désir ici-bas est de le venger et de rendre à mon fils son honneur et son nom.
Saluez Monseigneur Ardouin de Bueil, notre évêque, mon enfant. Vous prenez place? Je ne sais si vous connaissez tous nos amis. Petit Pierre de Brézé, le seigneur de Chaumont, messire le gouverneur de Sablé, messire Ambroise de Loré, messire Préjean de Coëtivy. Quant à messire Tristan l'Hermite, vous le connaissez déjà. Je lui fais aujourd'hui un devoir d'entendre et de parler. Je tâcherai de ne le faire qu'à propos, madame. Les capitaines Lahire et Zintra et Guerroit en Picardie, tous ceux que vous voyez ici sont de leur trempe. Ils ont juré, eux aussi, la perte de Georges de la Trémouille. Messieurs connétables, veuillez rappeler de quel crime nous l'accusons. Du plus énorme de tous les crimes, d'abord. C'est avec la complicité du grand chambellan que Jeanne la Pucelle a été livrée aux Anglais. Il a ruiné, emprisonné ou assassiné les meilleurs gentilshommes du royaume. Il a livré l'Auvergne, le Languedoc et le Limousin à son âme damnée, Villandrado, le chacal de Castille. Il tire d'énormes profits de la guerre avec la Bourgogne. Et pour la prolonger, il rejette le duc Philippe dans les bras de l'Anglais chaque fois que nous parvenons à l'en détacher. La masse de ce porc immonde cache le soleil de la justice aux yeux du roi Charles VII. Jamais la France ne retrouvera la paix tant qu'il restera en vie. Mes seigneurs, nous avons juré de l'abattre. Et je vous le dis aujourd'hui, l'heure est venue. Sire connétable, par 2 fois déjà, vous avez débarrassé le roi de ses désastreux favoris. Pierre de Giac et le Camus de Beaulieu ont été expédiés à Patresse par vos soins, sans hésitation les murmures. La Trémouille serait-il un morceau plus indigeste? Certes. Giac se croyait protégé du diable. Beaulieu était un imbécile. La Trémouille est un porc, mais un porc plein d'astuces. Il sait la haine qui l'environne et il se garde mieux que le roi. N'avez-vous pas quelques hommes dévoués dans son entourage? Aucun. Le grand chambellan paraît bien en public. À peine. Depuis l'été dernier, il vit avec le roi enfermé dans la forteresse d'Amboise. Une flèche peut l'atteindre cependant, non? Une muraille de garde le protège. Et l'on dit qu'il porte une cotte de maille nuit et jour. Vous nous avez donc convoqués pour nous apprendre que la Trémouille est invulnérable. Si l'on ne peut s'en débarrasser proprement, payez des bourreaux, nous émettrons le prix. Il faudrait acheter toute la cour, monseigneur. Madame, et vous, mes seigneurs, je suis prête à tenter l'aventure. Il ne me reste au monde que ma vie, et je la donnerai pour venger mon époux. Dieu me pardonne. Madame de Montsalvi veut nous faire passer pour des lâches? Il ne s'agit pas de faire assaut d'héroïsme, messire. Il s'agit de trouver un moyen de nous débarrasser du grand chambellan. La comtesse a tout à fait raison. Comment tout à fait? Puis-je parler, monseigneur? Si la reine le permet. Atteindre la Trémouille à Amboise, qui est à lui, et où tout lui obéit, il ne faut pas s'y compter. Mais il en irait tout autrement, par exemple, à Chinon. C'est vrai. Gaucourt s'est rallié à nous secrètement. Mais la Trémouille ne ramènera jamais le roi à Chinon. Le souvenir de Jeanne y est encore trop présent. Le grand chambellan a 2 passions, l'or et les femmes. Mais non, la Trémouille n'aime que les paysannes et les ribauds. Vous oubliez les petits jeunes gens, monseigneur. C'est un homme qui navigue à la voile et à l'aviron. Mais une autre catégorie l'intéresse. Pas avec les animaux, tout de même. Oh, pas que je sache, monseigneur. Mais enfin, tout est possible. Il se passionne en ce moment pour les jeunes pensionnaires femelles d'un campement de bohémiens établi dans les fossés d'Amboise. Certaines sont assez jolies et dansent de façon fort suggestive. Et le grand chambellan aime les plats épicés. Il fait monter régulièrement 1 ou 2 de ses enfants au château. Le reste de la tribu est condamné à demeurer à Amboise tant que durera la passion du tyran pour leur peau bistrée. Une femme courageuse, adroitement apprêtée pourrait... J'ai sous la main un homme qui a été membre de la confrérie de la Passion, qui jouait de si beaux mystères sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Il est expert en l'art de changer le visage et l'aspect d'une personne. Où voulez-vous en venir au juste? Messire Tristan l'Hermite m'estime capable de jouer ce rôle.
et de m'introduire ainsi auprès du grand chambellan. Quoi? C'est ignoble! Calmez-vous, messire. Vous accepteriez de courir ce risque, Catherine? Oui, madame. Sans hésiter. Mais savez-vous que si la Trémouille découvre la supercherie... Je compte sur la sagacité de messire Tristan pour que la supercherie ne se puisse deviner. Ce projet me semble fou. Mais je n'en vois pas d'autre. Mais à supposer qu'il réussisse, comment attirerez-vous la Trémouille à Chinon? J'ai mon idée là-dessus, monseigneur. Mais je vous demande de la garder pour moi. Quoi qu'il m'en coûte de vous voir courir pareil danger, il en sera donc comme vous le décidez. Avant de nous séparer, mes seigneurs, jurez de nouveau de garder le secret et de n'avoir ni trêve ni repos tant que notre ennemi ne sera pas à terre. Jurez! Et que notre Seigneur et sa Sainte Mère soient avec nous. Encore vous? Mais enfin, mais vous n'avez que ça en tête. Oui, madame, je n'ai que vous en tête. Ne voyez-vous donc pas combien je vous aime? Ah, ça, je devine quelque chose. Mais est-ce de l'amour ou de la rage? Par pitié, n'allez pas, Amboise. Moi, j'irai égorger la Trémouille de ma propre main, au milieu de la cour. Et on vous tuera aussitôt. Vous tenez donc tant à mourir pour moi? C'est tout ce que je désire. Eh bien, moi, je veux mourir pour l'homme que j'aime. Et ce n'est pas vous. Mais cet homme est mort. Épousez-moi. Mon nom est fameux, ma fortune est grande. D'ailleurs, que vous m'épousiez ou non, vous serez madame désormais et je porterai vos couleurs. Les couleurs sont celles du deuil. N'insistez pas, vous m'offenseriez. J'irai à Amboise. Ma décision est prise et rien ne pourra m'en faire changer. Quant à vous, j'ai quelque chose à vous demander. Votre amitié. Mais rien que votre amitié, messire. S'il m'arrivait de périr dans cette aventure, vous me vengeriez. Me le promettez-vous? Sur la croix de cette épée, je le jure, madame. Qui es-tu? Une tzigane calderas comme vous. Mon nom est Sarah Lanoire. Celle-ci est Tchalaï, ma sœur. Et l'homme que voici nous a menés jusqu'à toi, à travers bien des périls. Soyez les bienvenus, toi et Tchalaï. Prenez place parmi vos frères.
On m'avait prévenu de ta visite, Tristan l'Hermite. Eh bien, que faut-il faire pour te rendre service? Moi, Féraud, duc d'Égypte, chef de cette tribu, je tiendrai parole si tu respectes la tienne. Messire le duc, es-tu satisfait du grand chambellan de notre roi, Georges de la Trémouille? Nous sommes arrivés en Boise, maigres et mourant de faim. Mais nous aurions dû mourir, plutôt que de tomber sous la coupe de ce chien de l'enfer. Je te vois dans d'excellentes dispositions. Tant mieux. Des deux femmes qui sont venues avec moi, l'une est de ta race, l'autre est une noble dame, dont la Trémouille a fait assassiner l'époux pour s'emparer de ses biens. Tchalaï? Oui, Tchalaï. Il a fait tuer une Marie, il ne l'a pas prise elle. C'est étonnant. Il aime les femmes. Celle-ci est très belle. Elle lui a échappé, habilement. À présent, elle veut s'approcher de lui, au contraire. Pourquoi? C'est son affaire. C'est pas moi qui irai l'offrir au grand chambellan. Il est si méfiant, paraît-il. Il n'accepte aucun présent de personne. Et quand il veut quelque chose ou quelqu'un, il se sert lui-même. Nous savons cela. Tout ce que je te demande, c'est de garder Tchalaï parmi les tiens. On dit que la Trémouille vient parfois chercher des danseuses chez toi pour ses plaisirs. C'est vrai. Alors qu'il est deux de nos plus belles filles sont au château depuis 8 jours avec 3 musiciens. Et Dieu sait quand il nous les renverra. Eh bien, la prochaine fois qu'il viendra se fournir ici, fais en sorte que Tchalaï tombe sous ses yeux. Voilà tout ce que je te demande. S'il la voit, il la prendra. Je devrais y aller moi et l'égorger de ma main. Tu as une apparence qui se remarque un peu trop, messire duc. Je doute qu'on te laisse approcher seulement de la porte du château. Tu as raison. Je suis prêt à faire ce que tu me demandes. C'est bien. Voici donc la somme convenue. Veux-tu la compter? Je ne doute jamais de la parole d'un hôte. Seulement, personne ne m'a jamais trompé sans le payer de sa vie. Regardez-moi ces diablesses, inouïes. Par rapport aux dames de la cour, elles possèdent tout le charme qui distingue la biche sauvage de la génisse domestique. Mon mari est toujours le parfait galant homme, comme vous voyez, comte. Mais vous êtes l'exception, vous, ma chère. Vous êtes une biche sauvage déguisée en génisse domestique. Si vous vous hasardez à faire des comparaisons animales, mon ami, craignez pour vous-même. Hein? Eh bien, dites. J'adore ce jeu. Cousin Gilles, aidez-la donc. À quoi est-ce que je ressemble? Oh, ne me dites pas que j'ai l'air d'un gros cochon. Ça, c'est une image banale et même éculée. Allons, cousin? Moi, je comparerais volontiers votre époux à un noble cerf. Qu'en pensez-vous, ma cousine? Un dicor majestueux. Ah, je crois que vous vous moquez de moi. Ou alors, un cerf dans toute la splendeur de sa virilité. Un cerf en rute et qui brame après vous, mes chers. Sortez, vous trois. On va compter votre salaire. J'ai dit vous trois. Non, vous restez, mes chers. Et toi, ne vois-tu pas que mon cousin le maréchal se languit? Alors surtout, ne vous allez pas pour nous. Non, pas du tout. Eh oui, tu plais à Gilles de Rais, il te mord.
Notre cousin Gilles est un brave garçon, mais il mord. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est dans son caractère. Tout est convenu, comme il avait été dit, Dame Catherine. La suite est entre vos mains. Notre sort est celui de ces pauvres gens. Comment vous sentez-vous? Il me faut le temps de m'habituer à cette nouvelle existence, sans oublier l'ancienne et la mission que j'ai acceptée. Mais ne craignez rien. Je ne faiblirai pas. C'est bien. Pour moi, je vous quitte, mais sans trop m'éloigner. Je me tiendrai à l'auberge du Pressoir Royal, à l'autre bout du pont sur la Loire. Je resterai informé de tout ce qui pourra vous advenir. À bientôt, Catherine. Et bonne chance. À bientôt, messire Tristan. Ferraud te demande. Je vais te conduire près de lui. Et que me veut-il? Ah, Tchalaï, quand le maître ordonne, il faut obéir. Que me voulez-vous? Reste. Je ne t'ai pas ordonné de t'en aller. Je n'ai pas l'habitude de m'entendre commander sur ce ton, messire bohémien. Ni moi qu'on me réponde ainsi, Tchalaï. Messire Tristan l'Hermite vous a payé pour lui rendre un certain service. Cela ne vous donne aucun droit sur moi, au contraire. C'est vous qui devez m'obéir. Par le sang du Christ. Le sang du Christ. Seriez-vous chrétien, par hasard? Le Christ et sa mère sont-ils la propriété des gens qui ont de la terre et des serres, un blason, un château? Un bref du pape Martin V prouve que les tziganes Caldera sont aussi bons chrétiens que toi et t'es pareil. Et moi, je suis duc d'Égypte. Chrétien et duc d'Égypte? Pardonnez-moi, j'étais bien ignorante jusqu'à ce soir. Et je sens que mes préjugés sur les bohémiens vont s'évanouir à la faveur de cette aventure. J'en suis persuadé. Tout disposé à te prouver que tu avais tort de nous mésestimer. La démonstration est inutile. Je vous crois sur parole. Prends garde. Si tu dois un jour passer pour une des nôtres aux yeux du grand chambellan, il te faudra oublier ces grands airs et cette façon de parler qui sentent leur noblesse à 10 lieues. Je suis née chez un orfèvre du Pont-au-Change à Paris. Et quand j'étais toute jeunette, j'avais déjà cet air et ce parler. À présent, tu es Tchalaï, la Tsingara. Et si tu l'oublies, surtout avec moi, je rends son or à messire Tristan et je te renvoie à lui. Ce n'est pas moi qui cherche à t'offenser, Ferraud. C'est toi qui me fais violence. Les femmes de ta race ont-elles coutume de se laisser maltraiter sans maudire? Certes, non. Alors si tu veux que je sois une vraie Dzingara, laisse-moi d'abord me conduire comme elle. Tu as la tête aussi dure qu'elle. C'est bien. Vous êtes seuls? Où sont nos filles? Au château. Ces gens ne m'aiment pas. Si tu n'étais pas là, ils me chasseraient. Tu les inquiètes. Ils trouvent que tu as quelque chose de surnaturel. Es-tu une Cachalli, une bonne fée qui leur apportera le bonheur, ou bien as-tu le mauvais œil? Les femmes le pensent. Elles voient les regards que les hommes jettent sur toi. Et pourquoi Ferraud ne va-t-il pas au palais réclamer ces deux jeunes filles? Parce que la Trémouille ferait aussitôt donner ses archers, et qu'il ne resterait plus ici, en un rien de temps, un seul homme vivant. Priez au Dieu que je sois bientôt choisie pour aller danser là-bas à mon tour. Prier? Pour que tu ailles te jeter dans la gueule du loup? Ne compte pas sur ma prière.
Qu'est-ce que tu fais? Il est déjà tard, Seigneur, il faut que je parte. Comment il faut? Le seul qui ait le droit de dire il faut ici, c'est moi. Même le roi ne s'y risque pas. Il dit seulement il faudrait. Et encore, il se retourne aussitôt pour voir si je suis d'accord avec ce il faudrait. Tu comprends ce que je t'explique? Oui, Seigneur. Je n'en mettrai pas ma main au feu. Alors, tu veux me quitter? Tu t'ennuies donc avec moi? Tu n'es donc pas logée comme une princesse dans ce château? Toi qui n'as jamais eu feu ni lieu? Est-ce qu'on ne te donne pas les friandises les plus délicates, les vins les plus suaves? Est-ce que je ne suis pas pour toi le plus impétueux des amours? Ah, avoue qu'à côté de moi, tes bohémiens efflanqués sont des eunuques. Oui, Avoue. Seigneur. Et malgré ça, tu veux me quitter. Il n'y a donc aucun brin de reconnaissance là-dedans. Je suis habitué à l'ingratitude des femmes. Et surtout des hommes. Je n'attends plus rien de personne. Tiens, tu es libre de répondre à ta guise. Tout à fait libre. Dis-moi ce que tu préfères. Préfères-tu rester ici, au milieu du luxe et de la volupté, ou t'en aller rejoindre tes pareils dans leur campement pouilleux, au pied de cette splendide demeure? Je te dis que tu peux répondre en toute confiance. Je préfère m'en aller, Seigneur. C'est bien. Poitou! Monseigneur. Notre jeune pensionnaire nous quitte. Mes supplications n'y font rien, ni mes larmes. Emmène-la donc, et qu'on lui conte ce qui lui est dû. Emmène aussi celle qui se trouve chez mon cousin Gilles. Il n'y a pas de raison qu'il en garde une si je ne garde pas l'autre. Où nous conduis-tu? Chez le trésorier de Monseigneur. C'est ici. Tu as peur? Pourquoi aurais-je peur? Voilà ce que je dois t'apprendre. 5 de mes hommes t'ont déjà demandé pour femme. Tu devras choisir. Es-tu fou? Oublies-tu pourquoi je suis ici? Si tu refuses de choisir, ces hommes sont prêts à se battre. Et alors, tu appartiendras au vainqueur. Crois-moi, il vaut mieux choisir. Viens ici. Tu as peur? Tu as tort. Je ne te veux aucun mal. Je dois te faire un aveu. Parmi ces 5 hommes, il y a moi. Tu te trompes, Ferro. Je ne suis pas faite pour un bohémien. Je porte en moi le sang du maître du monde. Je suis aussi noble que toi. Tu me dire ce qui me sépare des grands seigneurs que tu connais. Suis-je pas plus jeune et plus beau que la bête immonde à qui tu vas t'offrir là-haut? L'amour est un jeu trop difficile et fatigant.
ce vieux verra. Moi, je pourrais t'aimer durant des nuits et des nuits. C'est moi que tu vas aimer, Tchalai. Tu verras ce que c'est que d'être aimé par Féro. Mais moi, je ne t'aime pas. Tu mens! Je vois tes yeux, j'écoute ta voix. Ce sont les yeux et la voix d'une femme qui attend l'amour. Ton cœur bat comme un tambour. Eh bien, décide. M'ordonnes-tu de te laisser aller? Tchalai a passé toute la nuit avec ton frère? Il ne pouvait pas en être autrement. Pourquoi? Féro est fou d'amour pour elle. Alors, j'ai lu dans le cœur de ta sœur l'effroi comme celui d'une morte. Je l'ai fait revivre. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Le vin qu'elle a bu hier soir, je lui ai fait boire l'amour. Le plus puissant de mes breuvages d'amour, pour que son cœur se réchauffe à la flamme qui dévore le cœur de mon frère. À présent, elle est à lui. Oui, puis elle est vraiment ma sœur à moi aussi. Frère, moi, votre chef, je vais prendre femme. Moi, Féro, duc d'Égypte, je vais épouser celle qu'on appelle Tchalai. Quand vous serez là, de ce pain et de ce sel, vous serez là, l'un de l'autre. Sept morceaux. Vous vous aimerez pendant 7 ans. Eh bien, Féro, je ne te suffisais donc pas? Il te fallait une autre femme. Donitcha, tu avais disparu depuis si longtemps. Je te croyais morte. Ah oui. Et tu t'apprêtais à porter mon deuil? Sûrement. Qui est celle-ci? Ma femme. La Florida vient de nous unir. Il n'y a plus rien à y changer. Vraiment. Il y a pourtant quelque chose dans nos coutumes
qui peut tout changer. Tu connais l'usage, ma belle? Quand deux femmes se disputent le même homme, chacune étant sûre de son droit, elles se livrent un combat à mort. Alors, es-tu prête à mourir? Dunitcha a raison. Prépare-toi à te battre contre elle. Eh bien, approche. Tu refuses de te battre? Je refuse. Prends garde, Chalai. Nous ne pardonnons pas la lâcheté. Si tu ne te bats pas avec Dunitcha, tu seras chassé du camp à coups de fouet et condamné à mourir de faim. Je ne me battrai pas contre ta femme. Cesse de te dérober. Sinon, ton châtiment est décidé. Tue-la. Attention, Chalai! Séparez ces furies. Toi, disparais. Emmenez celle-ci. Vous autres, éteignez ce feu et rentrez dans vos tanières. Seigneur, je suis le chef de cette tribu. Et cette femme que tu veux emmener est la mienne. Prends l'autre si tu veux. Mais laisse-moi celle-ci. Je ne veux plus voir personne ici. Mais Seigneur... Bonjour, monseigneur. Bonjour, ma belle. Tu as faim? Eh bien, assieds-toi. Et mange. Tiens, c'est du Bourgueil. Il vient tout droit des caves de mon cousin la Trémouille. Merci, seigneur maréchal. Tu sais qui je suis? Même les bohémiens vous connaissent. Ah, ah. Il est bon? En vérité, je n'en ai jamais bu d'aussi bon. En vérité. Pourtant, je m'étais laissé dire que le duc de Bourgogne possédait les meilleurs vins du monde. Il ne vous en faisait donc jamais goûter du temps où vous étiez la plus belle fleur de son jardin, dame toiseau d'or. Ah, si l'Église laissait les femmes se produire sur la scène des théâtres, vous auriez sûrement beaucoup de succès. Vous portez le costume bohémien à merveille. Vous vous battez comme une vraie ribaude d'Égypte. Comment m'avez-vous reconnu? C'est
C'est pas vous que j'ai reconnu d'abord. J'étais allé rôder autour de votre camp, attiré par les chants, la musique. J'ai aperçu cette Sarah, votre âme damnée, que vous m'avez enlevée jadis à Chantossé. Ah, ça oui! Comme vous alliez la livrer aux flammes d'un bûcher. Vous l'avez cru? Mais ça n'était qu'une menace. Et mon écuyer, vous ne l'avez pas fait chasser par vos chiens comme un animal, peut-être? En est-il mort? Pas du tout. On m'a même rapporté qu'il se portait le mieux du monde. Et puis nous n'allons pas revoir tout notre passé, ma chère, hein, ce serait fastidieux. Je vous ai reconnu, belle Catherine. Et c'est l'essentiel. Aïe, aïe, aïe. J'ai aussitôt deviné ce que vous veniez faire ici. Comme c'est intéressant. Quel est mon dessin, je vous prie? Vous venez reprendre ce qui vous appartient, n'est-ce pas? Petit Dieu, la belle fille. Eh bien, cousin Gilles, je venais tranquillement déjeuner chez vous, mais du diable si je m'attendais à trouver votre table aussi superbement garnie. Où avez-vous déniché cette merveille? Au campement des Bohémiens. Elle se battait avec une autre diablesse, elle m'a paru appétissante, alors je l'ai amenée. Et vous avez rudement bien fait. Lève-toi un peu, mon enfant, que je t'admire. Marche un peu. Sans mentir, Hélène de Troie n'avait ni sein ni fesses à côté de toi. Mais comment se fait-il que je n'étais jamais remarqué? Elle voyageait avec une autre bande, elle a rejoint la sienne voici quelques jours. C'est un merveilleux cadeau que vous me faites là, Gilles. Je vous le revaudrai. Soyez-en sûr. Viens, ma beauté, viens. J'ai hâte de te connaître mieux. Un instant, cousin. Cette fille vous est bien destinée, mais vous devrez patienter jusqu'à demain. Pourquoi jusqu'à demain? Parce qu'aujourd'hui, elle est à moi. Si cet arrangement ne vous convient pas, j'aurai le regret de la tuer à l'instant sous vos yeux. Allons, allons, Georges. Nous en savons beaucoup trop l'un sur l'autre pour nous fâcher à propos d'une bohémienne. C'est bien. Mais gardez-vous de me l'abîmer. À demain. Nous avons donc un jour et une nuit pour mûrir notre plan. Notre plan? Je veux l'objet même que vous êtes venu chercher au château d'Amboise. Je veux le diamant d'Amaravati.